Est-ce qu'il est nécessaire que je présente Alain Damasio? J'imagine que non. Voilà, qui est peut-être le plus grand auteur de science-fiction du moment. Ce que je vais faire, c'est, en fait, je vous invite tout de suite à poser des questions ou intervenir, puisque l'idée, c'est vraiment d'être dans la discussion et d'être dans l'échange. Et ce que je pensais, c'était partir sur deux axes. Donc, bien sûr, autour du cinéma, pas forcément là où on vous attend habituellement. Je crois que j'ai quasiment rien lu qui avait trait au cinéma dans vos interventions. Et donc deux axes. Le premier qui me paraît évident, c'est peut-être de commenter cette programmation en 4 films, qui bien sûr fait écho à votre travail, à vos préoccupations. Et le deuxième axe qui est pour moi le plus excitant, c'est la question de l'écriture, mais là pour le coup de l'écriture cinématographique. Alors je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre ou si on doit le mélanger. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux commencer par la programmation autour des questions thématiques? Ouais, les deux sont possibles. Bon, ce qui est plus facile, c'est de démarrer peut-être sur les films, évidemment, quoi. En quoi ça a impacté, modifié, altéré, enrichi mon travail d'écrivain. Moi, déjà, pour démarrer, parce que ça évitera déjà tout un flot de questions sur lesquelles je n'aurai aucune réponse, je vais partir du début, c'est-à-dire que je suis pas du tout un cinéphile. Voilà. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui a fait de la cinéphilie un champ d'alimentation créatif fort. C'est-à-dire que j'ai comme tout le monde, je vais voir des films et il y a des films qui m'ont nourri, mais j'en fais pas un champ de consommation ou de ouais c'est ça, d'alimentation, j'ai envie de dire, plus que d'inspiration. J'aime pas le mot inspiration parce que pour moi on expire autant qu'on inspire et c'est le problème plutôt de respirer, quoi, dans l'immense champ de consommation culturelle justement dans lequel on baigne. Mais et j'ai un rapport parfois presque de rivalité avec j'ai un retour son qui est pas évident. Vous entendez bien, vous? Ouais, ça fait pas une espèce d'écho bizarre? Non, ça va. Nous, on a à la fois la façade, le retour, tout à la fois, donc c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que ouais, il y a une espèce je sais pas, il y a une espèce de positionnement qui est parfois en rivalité avec le cinéma, au sens où moi, je me suis rendu compte très tôt que j'avais une dominante qui est plutôt une dominante auditive. Et que mon imaginaire fonctionnait beaucoup à partir du son, à partir des voix. Même dans le rapport aux gens, je suis très sensible aux voix et parfois plus qu'à l'enveloppe physique ou optique. Et du coup, même dans le dernier livre, c'est très particulièrement net sur les furtifs. Il y a presque une mise en compétition, en rivalité entre la capacité qu'elles ont d'échanger, de créer des liens par rapport à un côté plus imposé, plus manipulatoire de l'image. Donc je pose toutes ces choses au départ parce que ça explique aussi mon rapport, et on parlera d'écriture littéraire et cinématographique et de voir comment ça s'interpénètre, ça se modifie, etc. Ouais. Non, là, sur la programmation, juste dire ça, c'est que j'ai choisi sur les 4 films, 3 films de science-fiction quand même, pour dire que effectivement, c'est... Là, vous m'entendez aussi, ouais, ça? Ouais, parce que j'ai l'impression que ça... Ouais, du coup, nous, on a baissé, mais moi. Non, ils ont enlevé les retours. Donc, des films qui, profondément, oui, m'ont modifié, m'ont impacté, parce que moi, c'est ce que je demande à une œuvre d'art. Hein. Une œuvre d'art, c'est quoi? C'est quelque chose qui, on parlera, mais qui te laisse une mémoire. Voilà, c'est la spécificité d'une grande œuvre d'art, c'est que une fois que vous l'avez vu, une fois que vous l'avez entendu, une fois que vous l'avez lu, quelque chose se dépose en vous qui va avoir autant d'imprégnation, autant d'intensité, autant de prégnance en vous qu'un souvenir vécu. Voilà, qu'un souvenir vécu important, j'ai envie de dire, quoi. Donc, plus fort que toute vivable ou vécue, comme dit Deleuze sur l'œuvre d'art. Et pour moi, c'est vraiment le marqueur. C'est-à-dire que parfois, un film, tu en sors, tu te dis, ouais, c'était pas mal et tout, et puis tu te rends compte que quelque chose s'est déposé, parfois très profondément dans l'inconscient, et que ça crée une empreinte mémorielle réelle, et qui va rentrer justement en compétition avec plein d'empreintes de ta vie émotionnelles fortes, et parfois qui vont être même presque plus fortes, parce que des rencontres avec certaines œuvres sont tellement violentes, tellement jubilatoires aussi, tellement joyeuses, que voilà, ça devient même plus important que certains rapports que tu as pu tisser. Donc Brasil fait partie de ces films-là. C'est le film qui, pour moi, à l'époque où je commence à travailler sur La Zone du Dehors, mon premier livre sur les sociétés de contrôle, 2084, une tentative que j'ai de réinventer
1984 dans le cadre d'un régime de contrôle et pas dans le cadre d'un régime disciplinaire comme 84. Quand je rencontre, donc 10 ans avant que j'écrive La Zone, Brésil, j'ai un film qui, d'une façon extraordinairement originale, me pose l'enjeu d'un régime totalitaire et de contrôle, parce que comme tout grand artiste, comme tout grand réalisateur, Terry Gilliam, il sent venir les forces du futur, c'est-à-dire qu'il sent venir ces forces beaucoup plus subtiles, beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus sournoises, qui vont commencer à diriger nos conduites, à conduire nos conduites, comme dit Foucault. Et tu vois dans le film apparaître ça, tout ça adossé à un régime kafkaïen, à une bureaucratie que Kafka avait parfaitement vu arriver et décrite, quoi. Et surtout, il le fait d'une façon que moi, j'étais parfaitement incapable d'empoigner et que je suis toujours incapable d'empoigner. C'est-à-dire qu'il le fait sur une tonalité qui est d'un humour, qui est d'un burlesque, qui est d'une poésie. Alors la poésie, bon, moi, je l'ai toujours aussi mobilisée, mais donc c'est même pas ça qui me touchait le plus, mais c'est plus la faculté d'insérer, de truffer le récit de moments d'humour complètement inattendus, puissants. On l'a vu hier, parce qu'on a triché. Au moment où j'ai présenté le film, on n'est pas reparti tout de suite, on a commencé à regarder les premières 5 minutes du film, et que tu vois que sur une espèce de drame absolu où il te pose une famille avec 2 enfants qui sont dans le cadre en plus d'un conte de Noël que la mère est en train de raconter à l'enfant, donc c'est quelque chose d'hyper chaleureux, d'hyper beau, et l'arrivée de ces flics, on dirait les Robocop actuels en France, quoi, on dirait la BAC, quoi, mais qui arrivent, qui découpent le plafond, qui tombent, et c'est ultra soudain, c'est filmé avec des gros plans extrêmement intrusifs, avec des contre-plongées. Enfin, c'est vraiment dark et c'est vraiment féroce. Et pourtant, même par rapport à ça, il arrive à amener un bureaucrate qui lit le texte. Ou après ceux qui viennent pour reboucher le trou et qui disent ouais, on va remettre le trou. Et puis ils font tomber la plaque à travers le trou parce qu'évidemment, ça n'a pas été paramétré pour le bon trou, avec toutes ces erreurs bureaucratiques. Et ça, tu te dis, mais comment tu peux faire ça, quoi? Tu vois, moi qui fonctionne d'une façon beaucoup plus un peu square, un peu rigoureuse, un peu carré dans les constructions, je vais jamais oser faire saillir comme ça des points d'humour en plein. Et lui, il arrive à marier, c'est vraiment une marqueterie entre c'est même pas de la comédie dramatique ou parce que c'est vraiment une marqueterie où tu as des parties très très dramatiques, très dures, extrêmement noires, qui sont posés côte à côte avec des segments qui sont purement humoristiques, qui sont burlesques, qui sont vraiment drôles. Et tu te dis, ça peut pas marcher, tu vois, ça va foirer. Parce que du coup, tout l'effet d'humour te sort de la tension dramatique, et puis ensuite tu te dis, le drame sort du plaisir, tu vois, purement distractif que j'ai à voir une comédie. Et en fait, non, c'est pas ce qui se produit. Ça produit un composé qui est extrêmement, qui a une consistance très grande. Et qui fait de ce film pour moi un pur chef-d'œuvre. Mais tu as des éléments de grâce. Moi j'adorais Ridley Scott quand on lui parlait de Blade Runner. Il a fait plein de films, Ridley Scott, mais il disait sur certains films, on ne sait pas pourquoi, à cause de toutes les décisions qu'on doit prendre en tant que réalisateur, des contraintes de production qui sont énormes, des contraintes de casting, des acteurs qui se désistent, des éléments de décor, on change le directeur de la photo au dernier moment. Enfin, il y a plein de choses qui se produisent. Et il dit il y a certains films qui ont une grâce. Voilà, ils ont une grâce naturelle. Nous-mêmes, réalisateurs, on ne sait pas vraiment pourquoi. Tout ça nous arrive aussi sur des nouvelles ou des romans. Parfois, il y a des moments qui sont purement de grâce, alors que tu as l'impression d'avoir fait de la merde. Puis tu relis, tu te dis, mais finalement, c'est merdique, mais la composition de cette merde produit quelque chose qui est magnifique et fluide. Donc c'est quelque chose qui échappe à la recette. Ouais, complètement. Et là, je pense qu'il y a quelque chose dans Terry Gilliam, moi, que j'adore, qui a une explosivité créative constante. C'est quelqu'un qui est en bourgeonnement. Tu sens que son mode créatif, qui est presque un mode de brainstorm comme ça, auto-infligé ou auto-généré, qui fait que tu as des efflorescences comme ça d'idées. Rien qu'au début, tu vois le nombre d'idées qui sont générées en 5 minutes, et il arrive à les faire tenir ensemble. Et ça, c'est très, très compliqué. Et ça, on le voit plus dans les scénarisations actuelles. Ça, je pourrais parler aussi de mon travail au CNC, parce que j'ai bossé au CNC 4 ans, où j'ai lu 500 dossiers de films, documentaires, séries télé sur la production actuelle de 2014 à 2018. Donc, c'était tous les films qui recouraient à des effets spéciaux, donc fantastiques et c'est vraiment intéressant de montrer comment la scénarisation est devenue un outil de normalisation extrêmement déplaisant et à mon avis castrateur dans la créativité de certains vraiment auteurs-réalisateurs. Il y a vraiment une prise de pouvoir de la scénarisation, même dans la recherche de financement, dans la construction des films, qui fait que ça aplatit justement ce côté qui peut être très explosif, très efflorescent d'une créativité. Donc Brésil, il y a eu ça, voilà. Après, si je passe 10 minutes sur chaque film, on s'en sort pas, mais
Du coup, Lynch, Mulholland Drive. Ouais, sur Lynch, bon, moi je le découvre assez tard finalement. Je le découvre par Lost Highway. Je le découvre par mon frère qui est vidéaste, qui adorait Lynch et qui me dit il faut absolument que tu ailles voir ça. Donc je prends Lost Highway déjà dans la tronche, ultra puissant. Et derrière, là c'est vraiment l'émerveillement pour moi, Mulholland Drive. C'est-à-dire que je trouvais le film d'une richesse tellement prodigieuse, c'est tellement ample, tellement surprenant, et surtout la conduite narrative est tellement fragmentaire, tout en gardant encore une fois cette cohésion magique, quoi. Au-delà, c'est que tu dis, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le logique, tu es dans l'analogique vraiment, c'est-à-dire que toutes les connexions narratives sont faites sur des modes oniriques, analogiques, métaphoriques, etc. Et ça fonctionne absolument et remarquablement. Et la plus grande erreur sur ce film, c'est d'essayer de le décrypter sur un mode en disant mais oui, mais la clé bleue, quand elle est posée là, ça renvoie à quoi? Le coffre bleu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise? Dès qu'on se pose cette question sur une œuvre, à mon avis, on est à côté de la plaque. Une œuvre parle au niveau immanent, au niveau organique. Ça ne veut pas dire qu'une œuvre n'est pas spéculative, elle n'est pas intéressante, qu'elle ne suscite pas des concepts ou des réflexions. Mais le symbolique ou le métaphorique, c'est jamais une bonne. Il y a d'abord l'expérience, faut d'abord recevoir avec les tripes. Recevoir les affects, les percepts, recevoir les concepts, etc. Et dès que tu es obligé de faire des systèmes de paralysation, ça c'est le symbole de ça c'est la métaphore de ça, c'est que pour moi le réalisateur n'a pas fait son boulot. Et c'est pareil en livre, hein, quand les gens me disent oui, mais les furtifs, c'est la métaphore. Je dis non, mais c'est la métaphore de rien, quoi. À un moment donné, ça doit opérer directement dans le récit. Et ça doit incarner, il faut que ça incarne. Si c'est la métaphore d'eux, c'est que déjà tu es dans un registre de désadhérence, de désadhésion avec ce que tu dois porter, quoi. Donc, et moi, la fascination de Mulholland Drive, j'en ai parlé hier quand j'ai présenté le film, c'est cette fameuse phrase de Lynch quand il dit voilà, c'est l'histoire qui dit comment il faut la raconter. Et qu'il a, pour moi, cette idée prodigieuse de génie, mais qui est même pas une idée, je pense, consciente, délibérée, construite comme architecturalement on construirait quelque chose. Il a, je pense intuitivement en lui, cette idée de dire, si je raconte une histoire d'amour déçu, si je raconte l'histoire d'une fille amoureuse d'une autre fille, et que cette fille, cette brune, elle devient l'amante du metteur en scène et du réalisateur parce qu'elle a envie de réussir sa carrière et que du coup elle me largue, et que je me retrouve avec cette cruauté de toute personne qui a été trahie dans son amour et qui se retrouve seule, comment on raconte une histoire comme ça? Voilà. Et c'est l'histoire qui va dire comment je la raconte et pas l'inverse. C'est-à-dire que tu plaques pas un mode de narration sur l'histoire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui malheureusement, on plaque un mode. Et là, pour moi, le génie absolu, c'est que, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est absolument pas métaphorique, c'est qu'il descend dans la conscience, l'état d'esprit psychologique, psychotique que tu as au moment où tu es largué et où tu te refais précisément le film, c'est-à-dire que tu réimagines absolument tout ce que tu aurais pu faire dans cette relation pour qu'elle marche, tu vois. Elle m'a largué à tel moment, peut-être que j'ai dit ça, peut-être parce que je ne l'ai pas invité là, peut-être parce que ces vacances que j'avais choisies en Grèce, ce n'étaient pas les bonnes, peut-être que si on n'avait jamais rencontré ce mec, elle ne serait pas devenue amoureuse de lui, et tu vois. Et tu te refais, et tu n'arrêtes pas de te refaire tous les segments, toute l'arborescence narrative qui fait que ça aurait pu se passer autrement. Voilà. Et une histoire d'amour déçu, c'est rétroactivement, dans ta mémoire, une sporulation comme ça, une arborescence, un bourgeonnement complètement dingue de tous les possibles qui n'ont pas été actualisés, et qui auraient pu l'être et qui peut-être auraient changé le devenir de l'histoire. Il faudrait qu'aujourd'hui tu es encore avec cette fille et que ça marche, tu vois. Moi je sais, j'étais un grand amoureux déçu, donc je peux vous raconter des tas d'événements comme ça. Et quand j'ai vu ce film, ça m'a touché profondément parce que j'ai vu dans l'activité de production onirique et dans tous ces segments narratifs que Lynch fait fasciculer, comme ça, c'est le vrai terme, c'est fasciculer. Je cherchais, là, j'ai bourgeonné, machin, je disais, mais non, mais c'est pas ça, c'est fasciculer. Il te les fait éprouver, il te les fait vivre, etc. Et les gens disent, mais c'est n'importe quoi, c'est ceci, c'est cela, c'est pas cohérent ce film, ou alors, non, c'est ultra cohérent, mais à partir du moment où tu as compris que l'histoire est racontée de la personne qui a subi l'échec amoureux et qu'elle reconstitue tous les scénarios possibles qu'elle aurait. Et du coup, ça prend une beauté, le film. Et ça, pour moi, c'est une vraie putain d'idée narrative que j'ai jamais vue nulle part ailleurs. C'est une vraie idée de cinéma et qui est une vraie idée aussi de narration, donc que tu peux après réutiliser peut-être dans un livre ou dans un roman. Et ça m'a vraiment frappé. Voilà, c'est une idée que j'aurais jamais pu avoir. Donc, quand tu vois une idée que tu n'aurais jamais pu avoir, tu fais ouais, quand même. Ouais. Mais du coup, c'est aussi, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est aussi justement un autre possible d'écriture cinématographique.
Parce que enfin, on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, Lynch, on sort des codes narratifs du cinéma. En même temps, ils sont là aussi, mais enfin, voilà, ils sont réutilisés, et du coup, ils sont complètement modifiés. Et effectivement, c'est ce qui va faire que, on pourrait dire, c'est une histoire qu'on a déjà entendue, qu'on a déjà lue, qu'on a déjà vue, sauf qu'en fait, non, on découvre complètement autre chose, et ça passe par l'écriture, ah mais c'est mais complètement. Bon, après, il y a une écriture photographique de Lynch, il y a une écriture extraordinaire qui est purement, on va dire, esthétique, mais au sens où l'esthétique, étymologiquement, c'est la manière de ressentir, c'est-à-dire qu'une écriture qui te fait ressentir par la lumière, par le cadrage, par les jeux de focale, par la faculté à générer du mystère aussi dans l'image et à jouer avec le hors-champ, etc., qui fait que c'est absolument prodigieux ce qu'il imprègne comme manière de ressentir, et c'est ça un très grand, c'est que tu vois une séquence de Lynch de 20 secondes, tu te dis, ah ouais, ça c'est Lynch, tu vois. Et tu te dis, mais putain, c'est comme les grands peintres. Tu vois un décimètre carré d'un tableau de Van Gogh, tu sais, c'est Van Gogh, tu vois. Et qui peut faire ça? Ou c'est Francis Bacon, tu vois. Et ça, bah, ça veut dire que stylistiquement, il y a une intensité dans tous les choix, quoi, de montage, de cadrage, de la bande-son, évidemment, de Badalamenti, qui est parfaitement osmotique à ce que fait Lynch. Bon. Donc tout ça va définir un style. Mais ce qui est très fort dans Mulholland Drive, c'est justement les choix narratifs, tu vois, c'est ce choix par segmentarité, par tout d'un coup tu suis une branche relativement longtemps, par exemple un quart d'heure, puis tout d'un coup tu as un segment d'1 minute, mais qui t'en fait une adjacence, une greffe sur le bout de branche que tu avais, et puis ensuite tu reviens au tronc central et tu repars sur une autre piste, mais exactement comme tu le fais dans ta psychologie, dans ta psyché, quand tu ressasses une histoire d'amour déçu, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que c'est génial, parce que là, c'est l'histoire qui lui dit, c'est une histoire d'amour déçu, donc la seule façon de vraiment la raconter, c'est de faire ça, quoi, tu vois. Sauf que c'est le seul à avoir trouvé, quoi, tu vois. Parce que c'est pas tout de se dire comment je dois raconter l'histoire, mais il a trouvé, tu vois. Et ça, quand quelqu'un trouve, c'est vraiment, vraiment prodigieux. Donc c'est une écriture, ouais, c'est une écriture. Ça, moi, je l'ai jamais repris en roman, je l'ai jamais repris en nouvelle. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de faire une écriture par fasciculation arborescente comme ça, comme Lynch. Et en plus, c'est pas que tu développes, parce qu'il y a eu des films comme ça où tu développes une branche, puis la branche se divise, puis elle se redivise, tu vois. Mais tu es dans la conduite un peu linéaire du récit, tu reviens pas. Mais lui, c'est comme s'il y avait des reboots, des resets réguliers, mais ces resets, ils font... Et ce que ça produit aussi, ça c'est très important, c'est que l'imaginaire travaille 10 fois plus intensément dans ces fonctionnements d'écriture-là que si tu es une écriture linéaire, tu vois. Le récit, on le dit jamais assez, mais le récit a été inventé pour favoriser la mémorisation. Tu vois, on dit à l'origine, en tout cas anthropologiquement, c'est assez validé ce truc-là, que bon, alors, a priori l'oralité aurait été avant l'écrit, mais surtout que les deux grandes techniques de mémorisation pour une communauté, c'est la rime, c'est la répétition des sons, donc côté de musicalité, de rythme, où tu répètes donc la poésie, et le deuxième grand vecteur, encore plus important, c'est le récit, quoi. C'est-à-dire, tu le vois chez les aborigènes d'Australie, etc., c'est que un paysage extrêmement répétitif comme le désert central australien, il faut y aller pour le comprendre, tu vois, avec les boules de spinifex, le côté pointilliste. C'est impossible de mémoriser une migration dans ces espaces-là si tu ne crées pas un récit où tu dis, tiens, tel serpent est sorti de terre là, il a griffé le rocher, etc. Et tu refais toute une lecture du paysage par un récit. Et c'est le récit qui permet de mémoriser le... Donc on en est encore là. Donc si tu as un récit linéaire, finalement tu peux éliminer plein de parties du film. Ton imaginaire n'a pas besoin de beaucoup travailler parce que tu suis une ligne qui va te faire mémoriser facilement l'histoire. Là, c'est pas le cas sur Lynch, quoi. C'est pas le cas sur Godard aussi. Il y a certains films, c'est tellement fractal que tu peux pas raconter le film de Godard. Tu te rends compte d'ailleurs, les gens ils te disent, putain, j'étais voir un film de Godard, c'était génial et tout. Et ils disent, bah, c'est quoi? Et t'es incapable de raconter. T'es comme un con, tu vois, parce que t'as pas le processus de mémorisation qui est lié au récit. Et là, quand tu n'as pas ce processus-là, eh ben, ton cerveau il travaille beaucoup plus et il crée beaucoup plus d'images. Et voilà. Et là, on retrouve ce problème du sonore visuel pour moi. Moi, j'adore le sonore parce que tu es obligé de fabriquer tes images et que ton imaginaire, l'imagination, c'est la faculté à fabriquer tes propres images, tu vois, sans qu'on te les impose. Et Lynch, il a ce grand génie, c'est qu'il te produit de l'image, mais il te produit aussi la capacité de générer tout un ensemble d'images entre les images déjà faites et déjà visibles, quoi. Tu vois, c'est pareil en BD. Hein. Il y a Bilal qui racontait une fois que quand tu es parti de chasse, je ne sais pas si vous connaissez cette BD de Bilal,
les mecs, il y a des lecteurs qui viennent le voir, ils disent j'adore ce moment où on voit le chasseur dans la neige, il a la grande traînée de neige et la grande traînée de sang comme ça en arc de cercle derrière lui, etc. Et puis là, il y aura le mec qui dit j'ai jamais peint cette case, quoi. Et ouais, il l'a pas peint, mais toi tu l'as peinte et tu l'as créé parce qu'entre deux images de BD, comme c'est un art séquentiel, c'est-à-dire que ça fonctionne avec des grands trous entre les deux cases, avec ce fameux caniveau qui s'appelle. Ouais. Donc le cerveau compose toutes les images manquantes. Et le grand réalisateur, c'est celui qui te fait composer plein d'images manquantes plutôt que de t'imposer. C'est l'anti-Avengers, c'est l'anti-production actuelle hollywoodienne où toutes les images te sont données et qu'on veut surtout pas que tu sollicites ton imagination pour en produire parce que ça impliquerait une fatigue mentale qu'on veut pas te faire exercer puisque on considère que sinon c'est pas assez grand public et qu'on va partir du public le plus bas, celui qui va générer le moins d'images mentales, qui va faire le moindre effort pour générer une image mentale et que c'est à lui qu'on s'adresse d'abord, tu vois. Et que donc ça donne des films qui sont sans hors-champ, sans imaginaire possible, qui sont des blocs d'images imposés. Enfin, moi, je trouve que c'est absolument insupportable. Je trouve que c'est une négation de la liberté même de regarder et de se nourrir par l'image, quoi. Donc voilà, c'est l'anti-Lynch, quoi, complet. Ouais. Ouais, complètement. Est-ce que, du coup, on peut parler de Strange Days, mais peut-être pas comme oui, on très le passe rapidement. Tout à l'heure. C'est plus simple. Strange Days, bon, d'abord c'est Catherine Bigelow, c'est la seule réalisatrice qui a eu un Oscar. Faut quand même le dire, c'est quand même hallucinant si on veut faire une petite analyse genrée là. J'adore cette réalisatrice, je la trouve extrêmement puissante. Ça a été la copine de Cameron. Le scénario de Strange Days d'ailleurs est de Cameron à l'origine, avec ce qu'on appelle un high concept. Donc moi j'ai fait un peu de série télé, un peu long métrage, etc. Le high concept, c'est le concept qui te permet de générer un film de SF excitant, on va dire. Et là, le high concept, il est tout simple. Tu as un casque qui s'appelle le Squid, qui te permet d'enregistrer vraiment toutes tes sensations d'un moment notamment intense, un braquage de banque ou je sais pas quoi. Tu les enregistres au moment où tu les vis et quelqu'un qui prend le même casque va éprouver exactement dans son corps les mêmes émotions, les mêmes sensations, etc. Ça te permet d'entrer dans la subjectivité. Donc c'est une réflexion évidemment sur l'art lui-même et le cinéma, puisque c'est exactement ce qu'on fait quand on rentre dans un film. On se met totalement à la place du personnage et on est censé éprouver exactement ce que le personnage éprouve. Donc c'est une espèce de mise en résonance de ce thème. Mais c'est surtout pour moi la vente des émotions, le contrôle absolu, puisque après on manipule par cette immersion-là. Et donc, moi, je m'en suis beaucoup servi dans un jeu vidéo que j'ai créé pendant 3 ans avec une équipe qui était de 80 personnes après, où il s'appelle Remember Me, qui est vraiment un jeu vidéo sur la numérisation de la mémoire. C'est-à-dire qu'on part du principe que tous nos souvenirs pourraient être numérisés et consommés par d'autres. Voilà. Donc il y a toute une économie de la mémoire qui se met en place où on vend des souvenirs, on en achète, on en trafique, on en hack. Et tu joues un personnage de hacker qui manipule les souvenirs des autres pour les amener à faire ce qu'il a envie qu'ils fassent, quoi. Et bon, évidemment, derrière, on sent tout le travail de ce qu'on nous fait avec le big data aujourd'hui et avec nos propres traces. Voilà. C'est hyper important en fait cette question de la mémoire, question de la mémoire ou question de du coup les questions de traces, donc que ce soit forcément donc le big data, mais aussi enfin nous par exemple Cinémathèque, donc archives, donc lieu de mémoire, mais pourtant on est dans un autre rapport. Notre rapport économique peut-être. Est-ce que justement la question de la mémoire c'est un enjeu économique presque de vendre du souvenir. Nous Cinémathèque, on est plutôt dans l'idée d'essayer de conserver des choses qui pourront être vues, redécouvertes, peut-être reconsidérées par d'autres générations, qui arriveront après, d'essayer de les garder, de pas trop y toucher, pas les trafiquer justement, ce qui est aussi un problème de restauration quand on est dans le cinéma, et en plus dans les archives où il y a toujours cette question de la restauration. Est-ce que souvent c'est des questions qui se posent surtout avec avec les cinéastes quand ils sont encore présents, quand ils sont encore vivants, et quand il y a un travail de restauration, qui vont dire tiens là, mais est-ce qu'on peut rajouter là, on peut remonter le son là, on peut, parce qu'à l'époque j'aurais voulu mais on pouvait pas. Et nous plutôt archives on dit non, en fait nous l'idée c'est
on veut que ça reste à l'identique avec les défauts que ça pouvait avoir à l'époque parce que justement la technologie ne le permettait pas et de pas trop y toucher. Ouais, c'est dur pour les réalisateurs ça. Moi je serais réalisateur, j'aurais envie de modifier encore comme parfois en réédition tu modifies le texte, hein. Moi j'ai modifié à la réédition de La Zone dehors, j'ai retravaillé des choses parce que tu sens que tu sais à certains moments que tu n'étais pas au maximum et que tu peux encore pousser. Non, ce qui est intéressant, c'est sur la statue de la mémoire. On est une société, moi je trouve, victime à bloc de ce que j'appelle la mnémose, quoi. C'est une sorte de maladie mémorielle où on considère que le moindre événement, le plus insignifiant de nos vies doit être archivé, doit être stocké, doit être le moindre voilà, anniversaire de nos gosses, le moindre de maman, la moindre photo. On stocke des données et ça coûte d'ailleurs ça coûte une blinde en termes de consommation énergétique pour les data centers, les centrales nucléaires qui fonctionnent juste pour que cette espèce de mnémose puisse continuer à s'accumuler dans les disques durs. Moi je suis très nietzschéen là-dessus, c'est-à-dire que je considère que la capacité d'oubli est plus importante et plus vitale que la capacité de mémorisation. C'est-à-dire que, c'est ce que dit Nietzsche, si tu veux être présent et disponible à ce qui advient, au neuf, à ce qui se produit, tu as besoin d'éliminer beaucoup d'éléments mémoriels pour redevenir à nouveau capable de vivre. Donc, moi, j'ai une valorisation de l'oubli, hein, ça c'est très, très proche de... Mais en même temps, voilà, quand la Cinémathèque fait ce travail d'archivage, évidemment que c'est fondamental au sens où, qualitativement, on maintient en vie, où on rend accessible des choses qui ont vraiment une très grande valeur, tu vois, qui sont des œuvres. Ce qui n'a rien à voir avec l'accumulation du big data de nos photos de souvenirs, de voyages, etc., qu'on regarde d'ailleurs même pas, tu vois. C'est-à-dire qu'on accumule parce que comme on est incapable de vivre profondément l'instant au moment où il se produit et qu'on fait même plus confiance à notre mémoire organique, on se dit bah, c'est la mémoire digitale qui va suppléer à cette incapacité à être présent au moment, à l'instant T. Moi, je dis toujours aux gens, je dis voilà, ma fille fait son anniversaire, si je suis vraiment là et si je descends vraiment dans la présence, dans l'intensité de cette présence au moment où ça se passe, je vais pas l'oublier, quoi, tu vois. Voilà. Et si je l'oublie, bah c'est que c'est pas si important que ça, tu vois, et que ça l'était pas, et que ça méritait pas d'être sur une vidéo, quoi. Et je dirais même pire, c'est que quand je revois parfois des vidéos d'anniversaire ou de maman que j'ai adoré avec mes filles, parfois j'en veux à la vidéo parce que elle me ramène des éléments que j'avais oubliés, mais surtout elle cristallise le souvenir sur ce qu'on a gardé, l'image et le son, tu vois. Or un souvenir est toujours beaucoup plus ample que ça, quoi, tu vois. C'est des souvenirs d'odeur, c'est des souvenirs de présence, c'est des souvenirs de fatigue, c'est des souvenirs de chaleur, c'est des souvenirs d'ambiance, d'atmosphère globale. Est-ce que tu étais en forme ce jour-là? Est-ce que tu étais triste à cette période? Est-ce que tu étais joyeux? Comment ça se passait dans ton couple? Comment tu vois? Et toutes ces données-là, finalement, sont cristallisées, catalysées par la vidéo qui vient absorber, qui vient éliminer tout ce qu'il y avait autour. Et c'est justement ce qu'il y avait autour qui est le plus important. Et même d'un point de vue organique, mais là c'est toute la distinction mémoire organique, mémoire digitale, c'est ultra intéressant. Toutes les gens qui bossent au niveau neurologique dans la mémoire te disent la mémoire humaine est l'inverse d'un disque dur. C'est absolument pas la bonne métaphore, parce que chaque fois qu'on réactive un souvenir, on réactive tout l'ensemble de neurones et on refabrique le souvenir. Le souvenir est toujours refabriqué à chaque instant qu'on le mobilise. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de fake syndrome memory aussi, c'est-à-dire que tu es capable d'inventer que tu as été par exemple agressé jeune parce qu'en fait tu détestes ton père. Tu vas à force pouvoir te convaincre toi-même que ce souvenir est réel et qu'il a bien existé. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs, cette refabrication. Et vous le savez tous aussi dans les souvenirs que vous pouvez avoir avec vos proches, etc. Vous vous dites, mais non, mais n'importe quoi. C'est-à-dire que ta façon de te rappeler, de réactiver le souvenir 10 fois, 20 fois, 30 fois, va modifier, pervertir, améliorer, enjoliver ou au contraire dégrader le souvenir que tu avais. Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que tu recrées à chaque fois. Et ça me paraît 10 fois plus intéressant que d'avoir le souvenir soi-disant intact, qui est juste un montage de son et d'image, tu vois. Comme si le son et l'image véhiculaient tout, quoi, tu vois. Voilà. Oui, et c'est aussi ce qu'on retrouve, quand on échange des souvenirs communs, et en fait, où on se rend compte qu'on n'a pas du tout le même souvenir, et que finalement, dans l'échange, du coup, ça recrée presque un autre événement. Ouais, il y a un autre souvenir qui va être composite ou hybridé des deux, mais forcément, ton réseau neuronal, c'est toi qui en fais ce que tu veux, quoi. Et cette plasticité du cerveau, elle est géniale. Moi, j'adore l'idée de recréer à chaque fois le souvenir différemment, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'on me redonne l'anniversaire avec les bougies, le machin. Enfin, tu vois, Donc, et c'est marrant parce que ça marche sur les films. C'est-à-dire que vous avez des souvenirs de films, quand vous le revoyez, vous dites, mais c'est incroyable, tu vois. Par exemple, moi, en revoyant la scène violente du début, c'était beaucoup plus incisif et dur dans mon souvenir que ce que j'ai vu hier, tu vois. Ça m'a paru moins brutal, peut-être que j'étais plus sensible aux éléments d'humour, etc. Mais tu vois, c'est un truc... donc même là, sur des films où tu te dis, attends, c'est le même film, avec le même montage, machin,
et ben ça produit absolument pas la même, tant mieux, hein, pas la même chose. Il y avait un film comme ça, je sais pas si vous connaissez, c'est L'Intruse avec Bette Davis, qui est un film en noir et blanc, et question en fait voilà, d'un mariage, si je me rappelle bien, en fait elle va dans une robe rouge, et en fait tout le monde se rappelle de la robe rouge, sauf que le film est en noir et blanc. Voilà, c'est aussi pareil, alors là pour le coup c'est de l'ordre du coup de l'imagination collective, carrément quoi. Ouais, ça c'est génial ça. Mais c'est marrant comme on voit les couleurs à travers le noir et blanc aussi. Ouais. On s'invente les couleurs, on arrive à les voir. Pour ça aussi, le noir et blanc par rapport à la couleur, c'est génial parce que tu es obligé d'imaginer les couleurs en un sens, tu vois. Donc la lumière te donne énormément d'informations, mais toi, tu rajoutes, tu as une activité cognitive de fabrication à un certain moment presque de la couleur. Donc ça, moi j'aime bien ça. Ouais. Est-ce que on parle de Ex Machina, du coup, qu'on projettera demain? Ouais, Ex Machina, pour moi, c'est pas du même niveau que les trois autres films, mais c'est un film beaucoup plus contemporain et qui travaille. J'aime bien, c'est un peu une série B, c'est-à-dire que c'est un film, tu vois, un peu indépendant avec peu de budget, fondé sur un huis clos, avec cette idée où enfin on a le personnage qu'on attend depuis longtemps, qui n'est pas le grand capitaine d'industrie à la Wall Street machin, qui est le Mark Zuckerberg ou le Elon Musk ou le Jeff Bezos, c'est-à-dire ces patrons de GAFA qui sont en t-shirt comme ça, qui ont l'air cool et qui ont les baskets, qui sont les pires ordures du monde, mais de façon cool, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il met en scène ce personnage qu'on n'avait pas encore vu, cette figure-là, de façon très très réaliste, avec la triple manipulation, parce que voilà, le gars croit manipuler son espèce d'employé qui a été élu, qui est lui-même manipulé par l'intelligence artificielle. Et cette triangulation-là est super intéressante, avec toujours cette idée du répliquant, ou en tout cas d'une copie de l'humain qui là, pour le coup, joue un rôle de portrait de Dorian Gray, de ce qu'on est nous et de ce qu'on devient d'un point de vue machinique ou pas. Donc c'est toujours intéressant parce que ça interroge ce qui est spécifiquement humain en nous, comme dans Blade Runner, comme dans tous les films où on met en scène des robots. Le robot en lui-même, on s'en fout, c'est ce que ça réfracte et réverbère sur ce qu'est l'homme, mais spécifiquement, ce qui serait la singularité de l'homme que ça interroge. Donc, avec toujours cette idée souvent que les robots sont beaucoup plus humains que les humains qui sont censés décalquer. Ouais. Ça, ce sera demain à 11h. Est-ce que vous avez peut-être des questions tout de suite ou des remarques Non. On va attaquer sur l'écriture. Alors, ouais, attaquons sur l'écriture. Pardon ? Ouais. Ah, oui. Pardon, merci. Juste, vous parliez tout à l'heure. Oui, vous parliez tout à l'heure du scénario et de ce que j'ai compris, la suprématie du scénario sur le reste et notamment sur la production. Est-ce que vous voulez en parler davantage ? Ouais, bah j'ai dit l'essentiel, mais si tu veux, bon, c'est très bien d'être au CNC parce que moi j'étais président de la commission Nouvelles Technologies en Production, ça s'appelle, ok. Donc tous les films qui ont recours à des effets spéciaux. Donc en plus, ce qui est génial au CNC, c'est que tu as des films de Wim Wenders, des films de Mexicains, peu importe, tant qu'ils utilisent des effets spéciaux en France, ils viennent. Donc on avait Lars von Trier, on avait des films extraordinaires qui arrivaient. Mais le problème, c'est qu'on impose dorénavant dans la production cinématographique, on fait pas confiance en fait au réalisateur, c'est ça que ça veut dire. On impose qu'un scénario abouti, soi-disant abouti, soit donné, soit convaincant, et la décision d'investissement vient évidemment du réalisateur et de son prestige, mais surtout du scénario lui-même. Bon. Or, le scénario, il faut dire ce qui est, c'est pas un roman, le roman est une écriture aboutie, tu vois, elle est immédiatement transmise et véhicule immédiatement ses affects, ses percepts, etc. Le scénario est un document intermédiaire, d'accord ? C'est un document profondément bâtard, c'est pour ça qu'être scénariste, c'est extrêmement frustrant, parce qu'en fait, c'est le document intermédiaire qui va servir à tous les autres acteurs du film, c'est-à-dire à commencer par les comédiens, mais le réalisateur, le directeur de la photo, les décorateurs et toute l'immense équipe qui entoure un film, et c'est des centaines et des centaines de personnes souvent, de travailler. D'accord ? Mais c'est un document de travail, tu vois ? Comme quand tu vas dans une réunion, tu dis voilà, voilà. Et de ce document de travail, on a fait la clé du financement, on a fait la clé de la réalisation d'un film, etc. Et on demande à ce document de travail d'être rassurant en réalité, puisque les décisions d'investissement sont énormes. C'est toujours des millions d'euros, même un petit film, t'es souvent à 3 millions d'euros minimum, tu vois. Et donc, pour que le diffuseur investisse, que les coproducteurs investissent, etc., ils ont besoin d'être rassurés. Ces gens-là ont besoin d'être rassurés, tu vois. Ils ont beau avoir plein de fric, il faut constamment les rassurer. Et l'élément de réassurance, c'est le scénario, tu vois. Donc ça pousse à une normalisation de cet outil qui est maximale.
Donc, du coup, bah, c'est un art qui s'apprend aujourd'hui, c'est un artisanal. Le scénario, c'est facile d'apprendre à être scénariste. Pour être un scénariste moyen, c'est pas très difficile si vous êtes un peu structuré. Moi, j'ai appris le scénario à 40 ans. J'ai fait mes 2 premiers films sans jamais lire un seul livre de scénario. Ça m'a pas trop. Je dirais que si, ça m'a peut-être handicapé, parce que je pense que mon 3e est quand même plus puissant narrativement, mais tu peux parfaitement écrire et composer sans avoir lu le. Mais par contre, ça va normaliser, donc avec les écoles d'écriture américaines, etc., ça normalise énormément les films qu'on voit aujourd'hui, quoi, tu vois. Il y a des films parfaitement inventifs qui seraient plus possibles aujourd'hui, quoi. Ou sauf dans des cadres vraiment indépendants, de série B, et qui peuvent donner des chefs-d'œuvre, tu vois. Mais ça, c'est vraiment, ouais, moi je pense que c'est extrêmement grave, quoi. Et c'est ça la source de la normalisation, parce que tu dois avoir des plots, tu dois avoir ton plot, ton twist, tes pivots dramatiques, tes cliffhangers, tu vois, et tu sais exactement à quel moment ça doit arriver. C'était fou. Moi, on m'apprenait que sur des films de 2 heures, quand tu étais la technique, à un moment donné, les gars, ils regardaient des minutes 30, page 30, parce que c'est 1 minute par page en scénario pour ceux qui travaillent dans le domaine. Donc une page, ça fait 1 minute en gros de film. Il y aura des pages 30, pages 60, pages 90 parce que c'est les éléments clés de la structure scénaristique en 3 actes qu'on apprend, tu vois, par Truby, Hollywood, etc. Tu vois, donc c'est bon. Ce genre de code ou de contrainte, on le retrouve aussi par exemple dans le cinéma américain des années 80. Il y a, enfin vous verrez en fait, en fait les scénaristes intègrent la coupure pub qu'il y aura pour un passage télévision. Ce qui fait que, donc en général, ça doit arriver peut-être vers 1 heure de film. Donc vers 1 heure de film, il va y avoir un moment presque récapitulatif en fait de l'action qu'il y a eu précédemment, parce que il y a eu la coupure, vous êtes aux toilettes et vous revenez, et là tout à coup il y a un moment pour vous remettre dans le film. Ce qui est complètement fou. C'est-à-dire que du coup on anticipe qu'il y aura une coupure, et donc pour l'intégrer directement dans l'écriture. C'est pire encore en série télé, hein, sur les 44 minutes, parce que nous on a les 52, mais ils ont les 44. Ouais. C'est 11, 12, 22, 33 en gros, tu vois. Bah, c'est structuré autour de ces 4 parties, quoi, tu vois. Et tu l'intègres dans l'écriture, vraiment, quoi, tu vois. Donc c'est un autre métier, quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas de la création, quoi. Tu vois, c'est un métier, quoi. Voilà, c'est un boulot. Tu fais ton boulot, quoi. Tu vois. Et tu dois être créatif dans le cadre d'un normatif ce qui est très frustrant et très contradictoire quand tu es scénariste, quoi. Ouais. Et alors du coup, là, pour aller plus loin, je pense sur la question écriture, 2 questions en une. D'abord la question de l'adaptation. C'est, je veux dire, est-ce qu'un roman d'Alain Damasio peut être adapté au cinéma? Il y avait Yann Kounen qui avait travaillé sur La Horde, et puis finalement, je crois que le projet n'a pas abouti. Hein, voilà. Même la boîte a été liquidée. Tout. Donc la question, ça veut dire est-ce que c'est impossible à adapter, et du coup l'autre question, c'est qui en découle, c'est que quand tu travailles justement pour le cinéma, enfin l'écriture, scénario, donc forcément c'est pas le même exercice, mais comment tu passes de l'un à l'autre, ou quelque part sans te perdre, puisque quand même ton écriture romanesque, si je puis dire, est anti-cinématographique, parce qu'elle fonctionne vraiment sur d'autres ressorts. Déjà les points de vue multiples, toujours la première personne. Enfin, comment tu vois une adaptation possible? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Et toi, quand tu travailles vraiment directement sur un scénario, est-ce qu'il y a du plaisir? Est-ce que du coup, c'est une autre quelle casquette, dans quelle position? C'est beaucoup de questions. Bon, déjà, moi, j'ai travaillé sur l'adaptation de La Horde du Contrevent, donc qui devait être fait en 2 films d'animation, 2 fois 2 heures, ce qui est extrêmement court par rapport au roman. Donc, moi, je peux te dire la sensation interne que ça produit. J'avais l'impression de réduire le livre à peu près au 20e, voilà, en termes de masse. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi au 20e, mais c'est vraiment ce qui m'apparaissait. Donc, tu es obligé de faire un travail drastique d'élimination. Donc, alors, il y a un côté très positif à ça, c'est que il faut repartir de dire qu'est-ce que je veux raconter, tu vois, et de dire quelle va être la clé de la tension dramatique, le fameux moteur dramatique du roman. Et là, on était sorti. Il ne faut pas forcément que ça respecte le moteur dramatique le moteur dramatique du film ne doit pas forcément respecter celui du livre. Ouais. Et là, on était reparti, par exemple, en faisant quelque chose qui n'était absolument pas dans l'ordre du Contrevent roman,
qui était de dire on va faire l'histoire du lien entre un groupe de 23 personnes, mais ce lien, on va le considérer comme non acquis, quoi. Et on avait toute une trajectoire, la horde soudée, la horde qui se délite, la horde qui se retrouve en cohésion, et la horde qui finit par être réellement soudée pour des bonnes raisons à la fin du... Donc il y avait toute une courbe comme ça, tout un arc narratif de la cohésion de la horde qui était la clé du film. Voilà. Qu'est-ce qui fait exploser la horde? Qu'est-ce qui la réunit? Qu'est-ce que tu vois? C'est absolument pas l'enjeu du roman, en fait, tu vois. Mais ça fonctionnait dans un cadre cinématographique avec et donc on avait tout repris dans cet axe-là et ça donnait quelque chose qui était pas mal. Après c'est extraordinairement frustrant, on te fait reprendre les versions indéfiniment et souvent pour des mauvaises raisons. Donc moi c'est une très mauvaise expérience en fait. Et donc j'ai décidé de plus scénariser mes propres romans. Là on est en train de négocier pour les droits et de la horde et des furtifs. Moi, j'ai dit d'emblée, je veux bien faire le guide spirituel, je veux bien vous expliquer ce qu'est l'univers et passer du temps à parler au réalisateur, parler à l'équipe scénaristique, mais surtout, je ne mets pas le doigt dans le scénario, parce que pour moi, ça peut être que déceptif et extraordinairement frustrant, parce que je ne fais que lyophiliser la totalité de la chair. C'est vraiment ça, c'est une lyophilisation, t'enlèves toute l'eau, t'enlèves tout ce qui est vibrant, t'enlèves tout le sang, et il faut réarriver à un squelette et ensuite redéployer, parce qu'encore une fois, ce qui va redonner chair, c'est le réalisateur, c'est pas le scénario. Dans l'outil scénario, il n'y a pas cette chair en réalité. Sur les dialogues, c'est incroyablement limitant, parce que généralement, c'est une ou deux lignes de dialogue, alors que tu as des choses, des fois, très fortes à dire. Et alors, sur le plan spéculatif et conceptuel, c'est-à-dire quand tu as un livre qui, spirituellement, est quand même chargé comme La Horde, où il y a beaucoup d'idées philosophiques dedans, je crois que j'avais réussi à sauver 4-5 minutes un peu de discussion intelligente entre les personnages, mais... Et il me faisait chier en me disant ouais, c'est un peu long et machin, tu vois, alors que... C'est-à-dire de réduire tout à l'action, en fait. Ah ouais, bah, après, t'es dans l'image-action, essentiellement. Voilà, donc c'est très, très frustrant. Après, bon, ça peut être... sur les furtifs, je sais pas ce qu'ils vont faire. Sur les furtifs, c'est passionnant parce que le cœur même du roman, c'est des êtres qu'on voit pas. C'est des êtres vivants qu'on ne voit pas. Voilà. Donc c'est un vrai défi pour moi de réalisateur. Ça peut être justement génial. Comment tu joues avec le hors-champ, comment tu joues avec l'aspect fantomatique, est-ce que tu les vois à un moment ou à un autre. On le sait sur les films d'horreur que les meilleurs, c'est ceux où on voit le moins le monstre et où l'imaginaire est sollicité avec le plus d'intensité possible parce que justement, tu as très très peu d'éléments pour te former l'image. À partir du moment sur Alien, on a vu les triples mâchoires d'Alien et toute la bête entièrement, etc. Bah, c'est fini, quoi. Quelle que soit la qualité du design, pour moi, toute la dimension d'horreur et de peur, elle est éliminée, quoi. Je suis face à une belle maquette, quoi, un beau... Donc, c'est tout le jeu avec ça, et pour les furtifs, ça peut être passionnant. Mais là, on est plus sur l'idée des furtifs d'en faire un long métrage et la Horde d'en faire une série télé, parce que c'est tellement énorme, la Horde, il y a tellement de couches, il y a tellement de personnages, il y a tellement d'éléments d'univers que ça se prête vraiment à une narration de type sériel, quoi, tu vois, voilà. Mais c'est intéressant, ouais. Et du coup, quand tu écris scénario directement, ouais. Du coup, comment, est-ce que je travaille complètement différemment de. Ouais. Alors, je travaille de la même façon sur les billes narratives, c'est-à-dire que je crée tout l'univers, le cœur concept, je crée des fiches personnages très abouties, très précises. Mais après, dès que j'attaque vraiment la scénarisation et la narration, je suis dans un mode qui est presque mathématique. J'utilise vraiment ce qu'on appelle le cerveau gauche, le cerveau rationnel, le cerveau architectural, et pas du tout mon cerveau émotionnel. Donc c'est pas quelque chose qui pour moi est fascinant parce que c'est justement dans la confrontation entre les dimensions très inconscientes, très organiques, avec les dimensions architecturales qui font que quand tu écris un roman, c'est aussi riche, quoi. C'est dans un roman, tu utilises absolument tout, quoi. Ta mémoire organique, ta mémoire physiologique, ta mémoire émotionnelle, procédurale, tu sollicites des sensations du moment, tu sollicites des modes de perception, tu sollicites des idées, et tout ça opère en même temps. Donc le livre, pour moi, l'écriture, c'est beaucoup plus riche que le scénario, quoi. Tu vois, ou le scénario, j'ai l'impression d'être un architecte, je fais l'architecture du récit, puis je fais les dialogues un peu, tu vois, mais même les dialogues, tu te fais chier par rapport à un roman, ouais, c'est pas marrant, quoi. Alors des fois, tu essayes d'être dans l'ellipse, t'as un plaisir d'être très elliptique, de faire des dialogues extrêmement sobres et qui évoquent beaucoup, mais t'es vite emmerdé. Et puis moi, j'ai un style assez rabelaisien, assez touffu, donc c'est quand même, ouais, putain, c'est comme si tu me disais, t'as le choix entre une entrecôte ou une salade de lentilles. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est compliqué, quoi, ouais. Voilà. Non, ce que je voulais dire aussi, parce qu'on a très peu de temps, et après on laissera les questions, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est, je ne sais pas si vous connaissez cette conférence de Deleuze à la Fémis, qui est extraordinaire sur la création. Il va voir les étudiants de la Fémis et il leur parle de création. Et
Et c'est sur la transposition, c'est-à-dire comment on transpose un roman vers le cinéma, ou comment on transforme une idée de cinéma en idée de roman. Et Deleuze dit un truc fabuleux, c'est-à-dire qu'il dit il n'y a pas de transposition en réalité possible, et toutes les grandes réussites d'adaptation du roman au cinéma sont faites par des réalisateurs qui ont une vraie idée de cinéma, tu vois, et qui va répondre à l'idée de roman, mais qui n'est pas forcément la même d'ailleurs, tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire une idée de cinéma, et comment tu crées une idée de cinéma? C'est-à-dire que tu es obligé de raisonner au cœur même du médium, et il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de translation possible, quoi. Alors je vais vous donner un exemple précis, parce que c'est bien beau de dire ça, mais comment moi j'ai été influencé par exemple par une idée de cinéma et qui est devenue une idée de roman. J'étais voir Tueur né d'Oliver Stone, je ne sais pas si vous avez vu ce film, et dans Tueur né d'Oliver Stone, il y a un truc assez extraordinaire, donc on voit les meurtres en série d'un couple tueur en série, et tu as une première scène comme ça dans une station-service où ils vont tuer, je ne sais plus, le pompiste, ou et le film se déroule en couleur, tout à fait normalement, et tout d'un coup, dans les scènes d'hyperviolence, les plus dures, celles de meurtre, il passe en noir et blanc, tu vois. Et tu regardes le film, tu fais « mais what the fuck, pourquoi il me fait ça ?» et tout, tu vois. Et en fait, dans les premiers moments, tu t'en rends à peine compte, et tu te rends compte que l'hyperviolence de la scène est parfaitement régulée par le noir et blanc. C'est-à-dire qu'au lieu d'entrer dans le gore, au lieu d'entrer dans quelque chose de sanguinolent qui va te faire sortir du film et qui va te faire te marrer parce que tu as l'impression de voir une espèce de délire horrifique, il te maintient juste à l'endroit, au sommet de la courbe d'horreur, en fait. Et t'y maintient parce que justement, il utilise la sobriété du noir et blanc à ce moment-là, au pire de l'intensité féroce. Le fait de passer à ce moment-là en noir et blanc, ça t'oblige à rester dans l'image et à prendre toute l'horreur du truc dans la gueule. Alors que moi, je serais sorti du film si on m'avait mis les flots de sang, le truc, tu vois. Ça aurait été grand guignolesque, et tu passes un seuil qui fait que tu sors, tu vois. Et ce truc-là, quand même, ça m'intéressait beaucoup. Et il y a un deuxième effet que produisait l'image noir et blanc, tu vois, et c'était pas intellectuel, c'était vraiment ce que ça me faisait. J'avais l'impression d'une image d'archive, j'avais l'impression d'une image historique. Et donc, quand arrivait la scène du meurtre, tu te rendais compte que c'était déjà de l'histoire, que c'était déjà ancré dans une sorte de mythologie épique, ou en tout cas, ça te donnait cette sensation. Et ce registre épique, tout d'un coup sanctifié, mythologisé par le noir et blanc, je me disais, mais il y a quelque chose, tu vois. Et là, je fais la zone du dehors à ce moment-là, juste après. Et dans la zone dehors, j'avais l'attaque d'une tour télé. À l'époque, c'était ça, donc d'une scène d'action assez énorme avec des flics, avec donc ils escaladent la tour, avec des boomerangs laser, avec tout. Je vous passe tous les détails, des copters particuliers, des scooters dingues où ils tentent des câbles entre les scooters. Enfin bon, une grosse scène et narrée en polyphonie avec différents points de vue. Et je fais la scène, et très logiquement, quand tu écris, tu fais la scène au présent de l'indicatif, d'accord? Parce que c'est l'action, c'est la plus grande vivacité, c'est là que ça va prendre le lecteur, a priori. Et là, je repense à Tueur né, je me dis, mais non, mais je vais faire un bossellement présent imparfait. Et même bossellement présent imparfait, passé simple. Et en fait, quand tu lis le bouquin, tu as un truc super bizarre, c'est-à-dire qu'on commence à te raconter la scène à présent de l'indicatif, tu es dedans, tu es là, il se passe ça, tu décris tous les verbes sur un, et tout d'un coup, je descends dans l'imparfait, je descends au passé simple, je remonte et j'ai un phénomène comme ça. Et vraiment, l'imparfait et le passé simple fonctionnent comme le noir et blanc dans l'image cinématographique, et le présent négatif fonctionne comme la couleur, tu vois. Et il se produit des effets épiques incroyables quand je repasse à l'imparfait, et des effets de surgissement extrêmement vifs au moment où je repasse au présent. Et tu joues avec ces deux dimensions, et tu les régules pour éviter l'effet surépique que tu pourrais produire si tu restais au présent. Et c'est une vraie transposition pour moi d'idée de cinéma en idée de narration. Et je trouve que ça marche. Alors après, vous allez le lire et puis vous me direz c'est pourri ton truc. Je comprends pas pourquoi tu passes à l'imparfait. Parce que si tu le fais bien, si tu le fais dans la coulée, tu vois pas. Alors, et en fait, les gens le voient pas. Il y a très peu de gens qui m'en parlent parce que tu le vois à peine. Ton cerveau intègre le truc comme tu vois à peine. Finalement, le passage noir et blanc, tu t'en fous, tu continues à voir. Et ça, voilà. Et c'est ça, trouver une idée, tu vois, sur le. Donc c'est compliqué à trouver, mais c'est vraiment... et pareil, sur Salo et les 120 jours là, de Pasolini, il y a un moment donné absolument atroce où il prend des jumelles et il regarde une scène au loin où on arrache la langue à quelqu'un, tu vois. Et à ce moment-là, il crée une double distanciation. C'est-à-dire, au lieu de te le mettre dans la gueule, et là c'est pareil, je pense que tu sors du film, il te le fait voir à travers les jumelles à distance et il coupe le son, en fait. Parce que comme tu as les jumelles à distance, ils respectent le point de vue subjectif et donc tu n'as pas le son de la personne qui hurle quand on lui coupe la langue. Et là, je te dis, il touche le point le plus atroce que tu puisses... et tu restes, et tu sors pas de la salle, et tu regardes quand même, tu vois. Il met ça en couleur, il met ça avec le son. Mentalement, je sors de la scène, tu vois. Donc pareil, tu vois, et ça, c'est des types d'idées, quand tu écris, c'est pareil, tu as une scène ultra épique, ultra forte et tout, tu vas trouver un point de vue distancié pour le porter...
Donc c'est en ce sens-là que les arts peuvent communiquer et s'interaider. Enfin, en tout cas, moi, voilà, le cinéma m'aide à ces moments-là sur des. Du coup, ça veut dire, alors je reviens sur l'écriture cinématographique et donc, adaptation ou transposition impossible, mais parce que toi, dans ta manière d'écrire, dans ton écriture, c'est presque, comme on dit, le message et le médium. Donc c'est hyper important. Donc ça veut dire que pour une bonne adaptation, ça passe pas par le scénario, ça va passer donc directement par la mise en scène. Ouais. Et donc c'est là que le travail finalement il doit se faire presque entre toi et le réalisateur. Bien sûr. Trouver la polyphonie, comment on fait passer, ces idées et revoir la narration. Et la plus grosse connerie, ce serait de dire je prends le script de la Horde, je prends l'histoire de ce groupe qui remonte le vent jusqu'à sa source, et puis je le réduis pour en faire un bon scénario. C'est pas ça le problème. Ça marche pas. Et c'est pas ça qui est intéressant en plus, quoi. Tu vois, t'es pas obligé de traiter toute la remontée du vent. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est si je dis, ok, je suis en polyphonie, chaque personnage a son style, a sa vision du monde, a son rythme, a sa syntaxe, a ses couleurs de son, etc., et que je le transcris au cinéma, moi, c'est la première chose que j'avais demandé à Yann Kounen. Je lui ai dit, est-ce que tu te sens capable, mais malheureusement, c'était du film d'animation, là, si on le refait, ça sera un film avec comédien réel. Je lui ai dit, est-ce que tu es capable de faire un film portant les points de vue subjectifs des différents personnages, et qu'à chaque point de vue subjectif, tu me changes la photo, tu me changes l'étalonnage, tu me changes les focales, tu me changes la profondeur de champ, tu me changes les cadrages, etc. Et que pour immédiatement, on sache que ça, c'est vu du point de vue de Sauve, ça, c'est vu du point de vue de Pietro, ça, c'est vu du point de vue de Roshi, tu vois. Et j'adorerais voir un film comme ça. C'est-à-dire que d'une image à l'autre, d'un plan à l'autre, tu sentirais que c'est plus du tout la même équipe, quoi, et c'est plus du tout la même vision du monde, parce que le propre d'un grand réalisateur, on l'a dit sur Lynch, une image de Lynch, c'est une image de Lynch, il y a son style, il y a son empreinte. Si je te mets juste après un plan de Lynch, un plan de n'importe quoi, de Romer, tu vois, ou de Truffaut, tu vas voir que c'est tout à fait autre chose, c'est pas la même lumière, c'est pas le traitement, c'est pas les focales, c'est, tu vois, tout va changer, tu vois. Et ben j'adorerais voir ça, moi, tu vois. Et on ressentirait de l'intérieur qu'on est dans un style, dans la personnalité, dans la vision du monde de Sauve, peut-être un jour quelqu'un le fera, mais ça n'a jamais été fait. Voilà. Et ça, pour moi, ça serait une transposition réelle d'une idée de roman en idée de cinéma. Ouais. Du coup, est-ce que toi, tu le ferais, enfin, justement, parce que tu as déjà cette vision. Est-ce que, enfin, non, ça t'intéresse pas ? Non, mais moi, je suis incapable. Je suis incapable de filmer, même, tu vois, même de prendre une photo. Je suis incapable. Je suis pas du tout un visuel. Mais par contre, j'adorerais travailler avec un réalisateur pour spécifier quelle est la vision de Sauve. Je pourrais transcrire la personnalité syntaxique, tu vois, propre au caractère, sa personnalité phonétique, parce qu'il y a une couleur de son vraiment spécifique, sa rythmique intérieure, son registre. Je pourrais, je pense, opérer la transmutation et en tout cas de donner au réalisateur les dimensions qui, lui, vont lui permettre, là il va me dire, ah bah là, ok, ton personnage là, bah là il faut une lumière poudrée, je vais rester sur le noir et blanc sur ce perso avec une lumière poudrée, je vais faire vraiment du fish eye sur lui, ou je sais pas quoi, au contraire, je vais avoir des plans où le personnage sera extrêmement loin dans le décor, et on fait que du plan fixe et on reste là-dessus. Tu vois, il aura la capacité de transposition parce que c'est son médium, parce que c'est son art, exactement comme moi je bosse avec Yann Péchin en guitare, et il me dit, tu me parles dans la langue que tu veux. Si tu me dis, je veux que la guitare acoustique soit du sable, je veux que ça soit du gravier qui croise, je veux que ça soit du rouge. Il me dit, tu fais ce que tu veux. Je veux que ça soit, tu me le décris comme tu veux. Moi, de toute façon, je vais le réinterpréter dans mon art et dans ma guitare et dans mon médium, tu vois. Et c'est génial quand tu as des artistes comme ça. Moi, je jette des mots, mais je veux dire, c'est absolument pas musical. Je sais même pas distinguer un mi d'un ré ou je sais pas quoi. Je suis nul en musique, tu vois. Mais par contre, je suis capable de lui dire, voilà, quelle ambiance, quel type de son j'ai envie d'entendre, quelle est la couleur de ce son. Et lui, il va transcrire. Que je lui donne l'information de façon visuelle, tactile, auditive, olfactive, tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Et c'est ça, les transpositions. Parce que même sur la Horde, quand tu regardes, comme moi, je suis vraiment peu visuel, le roman, à part le personnage de Pietro, décrit extrêmement peu de choses au niveau géométrique, colorimétrique. C'est très peu visuel en réalité. Les personnages ne sont pas décrits, par exemple, tu vois. Très très peu décrits en réalité. Et ben, chaque fois que j'ai vu des BDAs, des réalisateurs, etc., ça leur pose aucun problème. Ils réinterprètent l'image à partir des autres sensations. Donc, même celui qui avait fait la bande-son sur la Horde, je disais, mais comment tu fais? Parce que t'as pas. Lui, il faisait de la musique à l'image, tu vois, donc il avait l'habitude de transcoder du visuel en sonore. Je lui dis, mais là, t'as pas de visuel dans ce bouquin. Et ben, il me dit, mais non, mais je reconstitue du visuel à partir du reste, quoi, tu vois. Donc, il reconstituait avec des sensations de chaleur, de poids, de vitesse, d'affrontement au vent, des choses qui sont très kinesthésiques, très corporelles. Bah, lui, il recomposait de l'image avec ça, et ensuite, avec cette image, il recomposait de la musique, tu vois, c'est pas un problème, quoi.
Peut-être des questions, ouais, avant peut-être de... des questions. Ouais, voilà. C'est à 16h. Oui, excusez-moi. Oui, tout à l'heure, vous parliez que vous avez travaillé sur le jeu vidéo Remember Me, donc je change un peu de sujet. Mais pareil, sur l'écriture, dans le jeu vidéo, ce qui me semble intéressant, c'est l'interactivité avec un joueur. Comment ça peut s'inclure à un processus d'écriture? Comment anticiper ce que le joueur va faire? De quelle manière ça peut influencer, en tout cas? Alors, le jeu vidéo, c'est le médium le plus difficile de toutes, vraiment sur ce qu'on appelle le pipeline de production, c'est-à-dire le fait de faire travailler à la fois les graphistes 2D, les modélisateurs 3D, les animateurs des personnages 3D, le gameplay. C'est monstrueux, parce que tout ça fonctionne en parallèle, co-fonctionne en parallèle, et ensemble. Et en plus, la narration qui est censée être un peu avant, c'est-à-dire et l'univers, la création de l'univers, et la narration et la scénarisation, qui est censée être un peu en amont, et sans arrêt perturbé, modifié, etc., par les enjeux de gameplay. Donc c'est très compliqué à expliquer. Moi j'ai passé 3 ans, je pense que au bout de 3 ans, j'ai commencé à comprendre un tout petit peu le médium, tu vois. Mais je suis incapable de te dire des choses intelligentes là-dessus. La seule chose que je peux te dire, c'est que le cœur du médium, c'est le gameplay, c'est les mécaniques de jeu, c'est ce qui décide tout. Et t'as pas de narration possible intéressante sans comprendre ce que la mécanique de jeu va pouvoir porter en termes de récit, va pouvoir porter... et en dehors des cinématiques, hein, c'est vraiment... nous, on avait du traversal, c'est-à-dire le personnage peut grimper un peu partout, comme l'Assassin's Creed. On avait du mêlée combat, c'est-à-dire du combat contre une multitude d'ennemis, tu vois, dans des sortes de mêlées. Et on avait le Memory Remix, qui était le remix de la mémoire. On avait 3 gameplays, tu vois. Et avec ces 3 gameplays, il fallait véhiculer un univers... là, c'était encore 2084, où la mémoire digitalisée, où tu as Amnésie International qui se bat contre l'hypermémorisation, où tu as une boîte qui s'appelle Memorize qui vend des souvenirs à tout le monde, où tu déposes en banque tes souvenirs. Enfin, il y avait un univers narratif énorme, il y avait 1000 pages à 4 d'univers narratif. Hein. J'avais une équipe de 8 personnes que j'ai dirigée pendant plus d'1 an. Donc, il y a un contenu fantastique. Si tu veux, on pourrait éditer la Bible. Et dans le jeu, il reste 2%, tu vois. Maxi. Et ensuite, l'écriture même scénaristique, elle est hyper séquencée, hyper... perturbé, hyper sommaire, parce que tu peux pas faire les cinématiques à tous les moments, quoi. Donc il faut réussir à te dire comment, avec 3 gameplays particuliers, 3 mécaniques de jeu, je peux raconter une histoire. Et ben, je peux te dire que c'est coton. Hein. Ah ouais, c'est coton. Autant le Memory Remix, les 10% du jeu qui sont Memory Remix, bon, bah, tu peux comprendre, tu as un souvenir un peu narratif que tu vas perturber, modifier, et tu mets des bouts de narration. Sur le reste, comment tu racontes une histoire avec du mêlée combat et des traversals, quoi, tu vois. Alors oui, tu as la narration par l'environnement, tu as la narration... par le son à certains moments, tu as la narration par les tags sur les murs, enfin, tu trouves plein de méthodes adjacentes pour narrer des choses sur ton univers, tu as les pubs que tu vois dans les boutiques, enfin, tu as l'allure du personnage, mais en fait c'est avec des toutes petites miettes que tu dois réussir à recomposer quelque chose qui est quand même assez complexe, quoi. Donc moi je pense que c'est raté sur ce sens-là, en tout cas l'univers n'est pas restitué dans son ampleur. Ça n'empêche pas que c'est un bon jeu, tu vois, mais voilà, moi j'ai raté, parce que en fait je suis arrivé avec mes méthodes de narration habituelles, et je me suis dit, bah voilà, je balance l'univers, et puis ils vont bien réussir à l'intégrer et à le métaboliser dans le gameplay. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut partir du gameplay et se poser la question de qu'est-ce que le gameplay peut. Voilà. Et là, je me suis complètement gouré, quoi. Bah, mais t'apprends, hein, voilà, je me suis complètement gouré, j'ai rien compris, en fait, tu vois. Alors si j'en faisais un nouveau jeu, je serais moins con, mais voilà, c'est... Bonjour, je voulais savoir, en tant qu'artiste et en tant qu'être humain, comment tu fais pour réveiller les gens, pour les amener dans le vivant? Prends ça dans ta face. Bah écoute, la réponse, elle est dans les livres. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a... Moi, je pense que l'écriture a cette force d'avoir une vraie motricité. C'est-à-dire que je disais ce matin, là, j'étais à Purpan, mais je leur disais, voilà, l'art est un convertisseur d'énergie, l'art c'est un transformateur d'énergie. Donc si mon médium c'est l'écriture, qu'est-ce qui dans l'écriture peut véhiculer l'énergie? Tu vois, la première chose, c'est la motricité de la syntaxe. Il faut que tu aies une syntaxe qui ait une vraie motricité, avec un vrai rythme, avec des vraies cadences, avec des vrais déboulés, et que quand tu lis cette fameuse phrase de gauche à droite et de haut en bas, ça t'embarque dans un écoulement assez torrentiel, assez explosif, suffisamment habité, suffisamment riche dans la rythmique pour véhiculer cette énergie déjà juste par le mouvement de la phrase. Ça, c'est la première dimension, et je pense que j'ai une syntaxe qui est très habitée là-dessus, où l'impact physique est fort, tu vois. Et après, le deuxième évidemment, la grande possibilité, c'est la possibilité purement sonore, purement phonétique que portent voilà, les sons,
toutes les consonnes du français, les 18 consonnes, les 16 voyelles, etc. Un OU porte une dimension étouffée, douce, ronde en fond de gorge. Un ON est un son très sombre, très plombant, alors qu'un I très déchirant avec des très hautes fréquences et va strier comme ça les mots et te donner un sentiment de lame comme ça qui déchire ou qui perce. Quand tu as la sensation de tout ça, tu vas utiliser les types de mots, les types de couleurs de son qui vont porter ce que tu as besoin de porter en termes de sensations, au moment où tu écris tel paragraphe, en termes d'idées, quand tu veux développer une idée, etc. Et donc mobiliser à plein, tu vois, assurer le plein rendement des mots, comme disait Mallarmé, c'est-à-dire mobiliser tout ce que les mots peuvent, à la fois, encore une fois, dans le mouvement de la syntaxe, dans la couleur des sons, puis après dans les choses beaucoup plus subtiles qui sont les jeux sur ce qu'on appelle les masses. C'est-à-dire, si je te prends un mot comme malencontreusement, ça va produire à la lecture un effet de ralentissement, un effet d'engluement, parce que le cerveau a besoin de plus d'efforts pour lire malencontreusement. Alors quand il va lire vite, il va, tu vois. Donc les staccatos de mots, de monosyllabes, de mots très courts, etc. vont accélérer la lecture, vont créer une espèce de dynamique comme ça. D'autres mots vont la ralentir et tu joues sur les vitesses différentielles d'écoulement de la phrase et qui produisent des effets d'énergie aussi spécifiques. Donc c'est tout un art fascinant, complexe, d'une richesse inimaginable, parce qu'en plus tu véhicules sans arrêt du sens, du signifié, de la sémantique. Donc non seulement tu véhicules des idées et du sens, mais tu véhicules constamment des dimensions extrêmement physiques de vitesse, de ralentissement, d'enspiralement, d'engluement à certains moments, et tout ce jeu des couleurs qui est purement musical, de couleurs de son, qui font qu'un, tu vois, la fameuse série Poteke, tu sais, ces fameux plosives sourdes où le son explose parce que ta glotte se ferme et ensuite ça vient exploser dans la gorge. Bah, l'agressivité, l'impact, tu l'as dans percuter, impact, tous ces mots-là portent la série Poteke. Tout l'impact, le côté presque viriliste qu'ont ces consonnes-là vont être utilisés pour les dimensions du même ordre quand tu écris. Donc c'est comme ça que tu véhicules de l'énergie, de la vitalité dans le bouquin. Et après, je dirais, bon, il y a toute la dimension narrative, tu vas me dire, les personnages. Là, c'est plus simple en un sens, c'est-à-dire que moi, j'essaye de créer les trajectoires de personnages qui sont des trajectoires vraiment d'empuissantement. C'est-à-dire des personnages qui vont au bout de ce qu'ils peuvent, comme dans la Horde, ou comme dans la Volse, dans la zone de dehors, ou comme dans les Furtifs, qui ont des points de fuite, qui ont des horizons désirables et qui lâchent rien et qui vont au bout de ces horizons. Ce qui fait que toi, quand tu t'identifies au personnage, tu vas faire la trajectoire avec eux, avec le groupe, et tu vas sortir du bouquin avec le sentiment de se dire putain, c'est possible, quoi. Ce combat, on peut le réussir, ça peut marcher, tu vois, on peut y aller, tu vois. Et on a beau être dans un monde dystopique, horrible, avec plein de dimensions qui sont assez dévitalisantes et extrêmement tristes, il y a toujours moyen de trouver la faille, de trouver l'ouverture et de s'en sortir. Et en plus, de s'en sortir pas tout seul, mais de s'en sortir par la liaison collective, par le côté... Et ça, je trouve que j'espère en tout cas que ça véhicule quelque chose de très positif. Moi, c'est ce que les gens me renvoient aussi à la table, c'est de dire putain, ça m'a fait du bien, ça m'a donné envie de me battre. Des gens qui ont vu la Horde, ils me disaient putain, mais attends, je trace, quoi, j'en ai rien à foutre, je trace, quoi, tu vois. Et ça, c'est les plus beaux retours qu'on puisse te faire, pas de dire le style est beau, machin. C'est les gens qui te disent, tu sens que l'énergie est passée en eux et que cette énergie les a aidés à aller plus loin dans leur propre vie, vers leurs propres extrêmes amont, vers, tu vois. Et c'est ça que je trouve beau dans l'art quand tu arrives à produire ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de produire. Alors, tu ne réussis pas tout le temps, mais quand ça fonctionne, quand il y a une rencontre entre le livre et la personne qui l'a lu et que cette énergie que toi, tu as voulu transmettre, parce que c'est dingue quand même l'œuvre d'art, on ne le dit pas assez, mais moi, tous les moments où j'ai écrit La Horde ou Les Furtifs, je suis tout seul, complètement isolé en montagne, et j'envoie une énergie colossale tout seul qui vient comment on peut appeler ça, se déposer dans des lettres noires sur une page, tu vois. C'est-à-dire que j'épanche une énergie colossale, parce que je fais beaucoup de rando, et je te dis, quand j'attaque le jet le matin, j'ai l'agnac, c'est monstrueux. J'impacte le jet, je dépose dans les mots, dans les phrases, dans les sons, toute cette énergie, et après, si tu vois la brique jaune s'imprimer, tu la sors, tu as l'impression qu'il n'y a rien, c'est des pages blanches, c'est des trucs là, et tu as un lecteur, il ouvre la page, et il se reprend toute l'énergie, tu vois. Et c'est complètement asynchrone, tu vois. Ça n'a rien à voir, c'est pour ça que moi je viens à la scène aujourd'hui, maintenant, et je fais des concerts, etc. Parce que quand tu es sur scène, l'énergie que tu envoies, elle t'est restituée tout de suite, avec très peu d'écart. Donc tu sens s'il y a une écoute, ça revient, tu sens l'énergie que tu balances, elle t'est réfractée, tu as les applaudissements, tu as un échange immédiat. Dans le livre, c'est des fois hyper frustrant parce que le retour, tu l'as, des fois, les gens qui disent la Horde d'aujourd'hui, moi ça fait 15 ans que je l'ai fini, tu vois. Ça fait 15 ans qu'au milieu du Cap Corps, j'ai déposé cette énergie dans le truc. Et elle est restituée 15 ans après au mec qui vient me voir, tu vois. Et des fois, tu as envie de lui dire, mais tu sais, moi je suis complètement décalé par rapport à ce bouquin. Mais pour lui, il en a rien à foutre, c'est présent et c'est maintenant, tu vois. Comme là, vous allez voir, je sais pas quel film, et ça va vous restituer tout. Ça, c'est génial. Ça, c'est quand même génial dans l'art. C'est-à-dire que, comme dit Deleuze, l'art conserve, et c'est la seule chose au monde qui se conserve. C'est-à-dire que tant que dure le matériau,
ça relibère indéfiniment la puissance que tu as encapsulée, la puissance de vie. Tu sais, ce fameux début de qu'est-ce que la philosophie de Guattari, je vous conseille de lire ce passage sur l'art. Il démarre par un tableau de Watteau, tu sais, et il dit, voilà, il y a un jeune homme qui sourit sur la toile. Et il dit, tant que le matériau durera, tant que la peinture à l'huile restera non craquelée, etc., chaque fois que vous porterez l'œil sur le tableau, le jeune homme sourira à nouveau, quoi, tu vois. Et Watteau, il a capturé, pour l'éternité, du matériau en tout cas, ce sourire de jeune homme. Et tu sais pas comment il a fait, c'est une image fixe, et tu vois, tu dis merde, aujourd'hui à l'époque de la vidéo, des effets spéciaux, tu dis une image fixe, qu'est-ce que ça peut porter, qu'est-ce que ça peut porter sur un sourire, montrez-moi une vidéo de fille qui sourit, enfin tu vois. Et non, tu as ce jeune homme qui sourit, et chaque fois que tu reportes les yeux, ça redéclenche. C'est-à-dire qu'il a capturé l'essence du percept du sourire, et chaque fois que tu regardes, ça se redéclenche. Ça, c'est génial. Comment tu peux capturer la vie, quoi, tu vois, et la rendre active à chaque fois que tu... Et dans les grands livres, c'est pareil, tu relis le poème, tu relis le texte, et tout se redéclenche, tu vois. Et ça, c'est la magie de l'art, hein. C'est pour ça qu'on écrit, c'est pour ça qu'on réalise, je pense. Je pense que c'est une parfaite conclusion, parce que comme ça, tu auras peut-être un petit quart d'heure pour souffler avant la séance. Merci beaucoup, Alain.